Madame Keïta, bonjour. Bonjour, qui est-ce qui me parle? C'est Paulin? C'est effectivement Paulin. Merci de nous rejoindre ce matin. Bien, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Je crois que ce matin, vous avez dû recevoir la liste de tous les participants à cet événement. Nous avons plein de gens qui sont de pays variés, de différents centres de formation. Et on a démarré ce matin avec un autre panel qui était assez intéressant. Et je crois qu'on va continuer avec vous pour parler de la formation des casques bleus face aux nouveaux défis du maintien de la paix. Et il n'y a pas mieux que vous, au Congo, pour nous partager avec nous votre expérience. Et nous sommes de tout oui, Madame Bintou. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Paulin, le directeur du Centre de service régional des Nations Unies à Entebbe. Puisque bon, à un certain moment, il faut être formel pour reconnaître les personnalités qui nous introduisent. Juste peut-être pour tous les participants, j'ai regardé donc ce qu'on attendait de moi dans cette session, ce segment. Et très clairement, la première des choses que je veux dire, c'est que nous sommes au XXIe siècle et les outils traditionnels de formation pour tous ceux qui rejoignent les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus contestés. Ils sont contestés dans la doctrine, ils sont aussi contestés par le fait que nous avons un environnement de plus en plus polarisé, avec un Conseil de sécurité qui n'est pas nécessairement en accord, en agrément sur tous les dossiers. Mais nous avons la chance, en ce qui concerne le dossier de la RDC, d'avoir un Conseil de sécurité qui est uni. Et ça, nous n'avons aucune difficulté pour le renouvellement des mandats de la mission d'année en année. Nous avons eu une visite du Conseil de sécurité l'année dernière du 9 au 12 mars. Ils sont venus à Kinshasa et ils sont aussi allés sur le terrain à Goma. Et ça, c'est pour moi la preuve qu'il y a un intérêt majeur sur cette opération de maintien de la paix qui s'appelle MONUSCO et qui est dans le pays depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et dans le contexte où nous sommes, la volatilité et l'asymétrie est ce qui caractérise cet environnement, avec à la fois une dimension bien sûr localisée au niveau de 3 provinces, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, mais aussi une dimension sous-régionale et une dimension régionale et une dimension internationale à cause des dynamiques autour des ressources naturelles qui se trouvent à l'est de la RDC. Dans ce contexte, nous avons un nombre important de groupes armés. Et les groupes armés sont à la fois des groupes d'autodéfense de communautés, puisqu'il y a beaucoup de conflits intercommunautaires, mais il y a aussi ce que j'appellerais des groupes armés qui sont de pays voisins, qui se trouvent en RDC et pour lesquels aussi il y a des exactions. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Désolé, il y a un petit problème, un petit souci technique, mais je crois qu'il est en train d'être résolu. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Donc, beaucoup de groupes armés avec ce que j'appelle les groupes d'autodéfense des communautés, puisqu'il y a des conflits intercommunautaires, mais il y a aussi ce que j'appelle les groupes armés étrangers qui se retrouvent sur le territoire congolais à l'est de la RDC, avec toutes les dimensions donc de tensions entre différents pays de la sous-région. Et donc, juste se rappeler que le contexte dans lequel nous sommes, nous avons 9 voisins à la République démocratique du Congo. Et dans ce contexte, donc les groupes armés, nous avons aussi un groupe armé en particulier qui est affilié avec l'État islamique. Et donc, il y a des velléités d'installation
de l'État islamique à l'est de la RDC sous le concept de califat, et je suis sûre que beaucoup des participants savent de quoi je parle. Donc une menace terroriste, un conflit avec des batailles asymétriques, et de plus en plus un environnement dans lequel on a beaucoup d'armes de plus en plus sophistiquées et qui s'apparentent à des armes dont disposent plutôt des États. Donc voilà le contexte. Et dans ce contexte, on m'a demandé de parler des nouveaux défis. Et moi, je pense que les défis sont liés à 3 éléments principaux sur lesquels je voudrais mettre l'accent. Il y en a bien sûr bien d'autres, mais déjà de regarder que quand nous avons des déploiements de personnel en uniforme, nous avons à la fois des officiers d'état-major militaire, nous avons des observateurs militaires, nous avons les contingents militaires de maintien de la paix, nous avons les officiers de police, nous avons les unités de police constituées. Et donc tout ça, par rapport aux formations qui doivent être données, doivent prendre en compte la différenciation des rôles et des responsabilités de ces différentes composantes. Et donc les formations doivent prendre cela en considération. Maintenant, si je regarde les compétences avec lesquelles arrivent les différents groupes que je viens de mentionner, beaucoup connaissent les tactiques opérationnelles et en matière de résolution de conflits. Mais cela dit, il y a différents niveaux d'expertise. Et pour moi, il est important de prendre 3 éléments en considération par rapport à l'environnement. Le premier, c'est une sensibilité culturelle et de prendre en compte les barrières linguistiques. Le deuxième, c'est la conduite et la discipline. Et en regardant les aspects de conduite et de discipline, notamment ce qui concerne les abus et exploitations sexuelles. Et finalement, la communication et les nouvelles technologies. Et quand je parle de tous ces trois points, je voudrais maintenant revenir à l'intérieur de chaque, ce que moi je vois en termes de défis pour les aspects donc de formation. Lorsqu'il s'agit de la sensibilité culturelle, on voit bien qu'un concept dans une langue n'est pas équivalent au même concept dans une autre langue. Je prends un exemple. Beaucoup de temps, dans mes 35 années d'expérience dans le système des Nations Unies, on parle de Women Empowerment. Je prends juste ce concept-là. Women Empowerment, quand on essaye de le traduire en français, ça donne autonomisation de la femme qui, pour moi, ne traduit absolument pas l'idée de empowerment du concept anglais. Donc, imaginez que ce même concept doit être traduit dans une langue locale, en swahili, en lingala. Il y a bien d'autres langues, par exemple en RDC. Je vais pas tous les répertorier. On a plus de 450 ethnies en RDC. Donc, comment faire pour s'assurer que même lorsque on a des assistants auprès des contingents et auprès des différentes unités pour traduire, comment faire en sorte que les gens comprennent qu'un concept dans une langue n'est pas équivalent à un concept dans une autre langue. Donc il faut avoir des périphrases et essayer de comprendre la culture locale pour avoir une traduction qui soit efficace. Pourquoi ça c'est important? C'est important parce que l'engagement avec les communautés, l'engagement avec la contrepartie nationale de ces différentes composantes ne permet pas nécessairement d'avoir ce que j'appellerais une compréhension commune, même si on a l'impression qu'en surface on se comprend, les concepts ne sont pas exactement les mêmes. Et cela se traduit au niveau opérationnel et ça se traduit aussi au niveau de la qualité opérationnelle de ce que l'on veut obtenir. Dans le même temps, il y a aussi ce que j'appellerais la culture militaire qui, dans toutes les armées du monde, je pense qu'on a la même, quasiment la même culture hiérarchique, etc. Mais
lorsqu'on en arrive dans un environnement où il y a aussi une autre forme de culture, c'est la césure entre cette culture militaire et la culture qu'il faut rencontrer. Et donc pour moi, c'est vraiment important de faire en sorte que, par exemple, quand on est monolingue, des contingents qui ne parlent que l'anglais, ou ceux des contingents qui ne parlent que français et qui doivent aussi interagir avec ceux qui ne parlent que l'anglais. Et d'autres, des fois, ne parlent ni anglais ni français. Donc ça, c'est un véritable défi par rapport à la préparation avant, d'abord pré-déploiement et ensuite déploiement dans le pays. Même si on voulait faire des efforts, c'est impossible quand la base est une base zéro en termes de langue et d'adaptabilité à l'environnement qui existe. Aussi, je pense que ce qui est important dans cela, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais mettre l'emphase encore dessus, comment espérer avoir une bonne compréhension des populations par rapport au travail que fait la force quand la force ne peut pas engager directement les communautés et les populations qu'elle est là pour servir. Donc ça, c'est un véritable défi. Et je pense que j'ai fait mon point par rapport à cela, c'est que même lorsque on a les assistants linguistiques, il faut à la fois préparer la personne qui parle et la personne qui reçoit pour que le message soit effectivement communiqué tel qu'il doit l'être. Le deuxième point que je veux mentionner, c'est la question de l'impeccabilité attendue en termes de comportement des contingents, de tous ceux qui sont déployés au sein des services, des missions de maintien de la paix. Et là, malheureusement, le défi de quelques-uns devient le narratif pour 10 000, 20 000 troupes dans le pays. Et la manière dont ça se répercute sur la mission, c'est la réputation, mais c'est aussi le mal qui est fait aux personnes qui sont victimes de ces abus et exploitations sexuelles. Et c'est aussi une mécompréhension de l'environnement communautaire par rapport à ce type de comportement. Et le fait que dans les aspects de formation avant d'être déployés, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un laxisme dans les pays d'origine vis-à-vis des questions d'abus et exploitation sexuelle et qu'il n'y ait pas non plus un laxisme vis-à-vis de la violence et que donc dans la conduite des opérations sur terrain, ces laxismes qui sont, on va dire, tolérés ailleurs ne soient absolument pas permis et sont pas du tout permissibles dans un contexte de maintien, d'une opération de maintien de la paix. En insistant là-dessus, c'est que, par exemple, nous sommes maintenant dans un processus de désengagement et croyez-moi, parmi les défis du désengagement, au-delà de l'aspect politique, stratégique, opérationnel, logistique, etc., c'est toute la question de la gestion des personnes dans les communautés qui ont été victimes d'abus et exploitation sexuelle, qui ont maintenant des enfants issus de ces abus et exploitations sexuelles. Et en termes d'héritage de la mission, c'est un héritage négatif qu'il faut gérer et il faut continuer à gérer parce que les enfants qui sont nés de ces relations ont différents âges au moment où nous nous désengageons et il faut que les Nations Unies dans le pays continuent de gérer ne serait-ce que le soutien aux victimes et le soutien aux enfants, puisque dans la Convention relative aux droits de l'enfant, un enfant, c'est quelqu'un qui va jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, c'est un défi majeur pour l'impeccabilité de ce qui est attendu des comportements. Et donc, je pense que dans l'aspect formation,
c'est que c'est un aspect sur lequel il faut insister avant le déploiement, pendant le déploiement et en continu, parce que c'est très grave les implications et les conséquences à moyen et à long terme. Juste pour vous donner une illustration, nous on a augmenté, lorsque le personnel arrive, le nombre de formations obligatoires à l'intérieur de la mission, mais cela dit, quelque part, je pense que c'est très important que ce travail soit fait au préalable dans les formations qui sont données et pas le faire de façon théorique, mais vraiment de le faire de façon que chacun et chacune comprend que son comportement individuel affecte la totalité de la mission et la perception de la mission dans le pays. Et même s'il y avait une permissibilité à cause de l'environnement pauvre dans lequel se retrouve la mission, la permissibilité, c'est 0 en ce qui concerne ces abus et exploitations sexuelles. Et puis, je vais continuer avec le troisième message. Le troisième message concerne la communication et les nouvelles technologies. Alors, vous allez voir le lien aussi avec le premier aspect du défi linguistique. Ce que je constate, c'est que le travail que fait la force dans une opération de maintien de la paix, et c'est ce qui fait que le pays apprécie ou n'apprécie pas. Donc, on est dans un enjeu majeur de communication pour le grand public à l'intérieur du pays, mais aussi pour une continuité d'appréciation des opérations de maintien de la paix, puisque comme je l'ai dit, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de défis à la compréhension de l'environnement que j'ai décrit au tout début pour les opérations de maintien de la paix. Donc nous avons besoin de communiquer sur terrain et nous avons besoin de communiquer avec les outils modernes de communication, donc les nouvelles technologies, sur les plateformes nouvelles qui sont de plus en plus prenantes pour la compréhension du public au sens large. Et là, je pense qu'il y a quand même un déficit dépendant de l'âge dans lequel les uns et les autres arrivent. Il y a ceux qui sont, on va dire, avec de la dextérité avec les nouvelles technologies, et puis il y a ceux qui sont encore, je dirais, à l'âge des troglodytes par rapport aux réseaux sociaux, l'utilisation de cela, la compréhension de qu'est-ce que l'on poste, qu'est-ce que l'on ne poste pas, et donc pour moi, les nouvelles formations, ou en tout cas le renforcement des formations par rapport aux défis des médias sociaux, des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux sur même la sûreté et la sécurité du personnel de maintien de la paix, parce que nous, on a vécu ici en RDC l'impact de campagnes de mésinformation, désinformation, qui ont conduit à des morts non seulement de Congolais et de Congolaises, mais aussi de casques bleus. Et donc, de renforcer cet élément par rapport à la compréhension du nouveau monde des réseaux sociaux et de voir qu'il y a tout un travail à faire pour améliorer la communication du travail de la force, notamment en matière de protection des civils, ben ça, c'est pour moi quelque chose de super important pour essayer de gagner un petit peu l'environnement qui est de plus en plus dubitatif par rapport aux opérations de maintien de la paix. Maintenant, juste pour terminer, je crois que c'est important que la chaîne de formation, que ce soit au siège, que ce soit délocalisé, comme là maintenant nous avons à Entebbe, c'est vraiment de faire en sorte que on ait une compréhension que l'environnement a tellement changé par rapport aux doctrines qui ont été édictées il y a plus de, je ne sais pas moi, 25 ans, et qui doivent être revisitées parce que l'environnement général, les dynamiques au niveau sociopolitique et stratégique ont complètement évolué.
Merci beaucoup, Madame Keïta. Je pense que vous nous avez donné beaucoup de choses. Vous parlez des outils traditionnels qui sont contestés, que l'on utilise aujourd'hui, qui sont contestés, d'un environnement polarisé, c'est-à-dire que les décisions parfois ne sont pas toujours ce qu'on attend d'elles, de l'asymétrie qu'on observe aujourd'hui dans les différents conflits que nous avons, et particulièrement dans le cas du Congo, la dimension sous-régionale, la dimension régionale. Mais lorsque je regarde les défis que vous avez énumérés, la sensibilité des cultures et des langues, je sais que ce n'est pas toujours évident. Je pense que c'est votre mission, la MONUC et la MONUSCO aujourd'hui, qui avait commencé avec la demande d'avoir des traducteurs pour des opérations, pour les contingents que nous avions, et le Conseil de sécurité a rapidement dit non. Il faudrait que les États membres qui parlent la langue du pays puissent envoyer des troupes dans ce pays. Et ce qu'on n'a pas pu avoir, on a donc créé ce qu'on appelle aujourd'hui les assistants de langue. Parce que dès qu'ils sont formés par un contingent et que le contingent devrait se déplacer d'une région à une autre, ils voudraient bien se déplacer avec les traducteurs qu'ils ont. En termes de nouvelles technologies, vous avez parlé de beaucoup de choses. Il y a même un élément qui rentre dans le jeu aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui est en train de prendre du pas, et puis ça devient un peu important pour nous de tenir compte de cela aussi. En matière de culture et de langue, c'est extrêmement important parce que normalement, déployé dans une région, on devrait s'assurer que ceux que nous trouvons sur le terrain puissent nous comprendre et que nous puissions aussi les comprendre également. Je pense que ceux que nous avons dans la salle, qui viennent des différents centres de formation, qui sont chargés de formation, sont en train de prendre des notes et de voir quelles sont les difficultés réelles que nous avons sur le terrain dans une opération comme celle de la MONUSCO. Comment est-ce qu'il faut adapter la formation pour répondre à ces nouveaux défis-là? Et je veux voir si dans la salle, on a une ou deux questions pour vous. Peut-être que vous avez été suffisamment clair. Je ne vois pas de main levée. Ah, voilà. Le général Babacar Faye du Sénégal. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Bintou, et heureux de vous voir à l'écran. Bonjour, pareillement. Vous savez que vraiment on vous souhaite beaucoup de choses et on pense beaucoup à vous par rapport à toutes les difficultés de la mission. Maintenant, ce n'est pas à proprement parler une question, mais peut-être une réorientation de certaines initiatives qui sont déjà en cours. Au niveau de OMA, il était beaucoup question dans un travail avec ITS de cadrer au mieux l'engagement des contingents pour le maintien de la paix. Et c'est dans ce sens qu'effectivement, sous la direction de M. Lacroix, des formations pour les commandants de bataillon ont été initiées sur la base d'une doctrine élaborée par le Bureau des affaires militaires et pour lesquelles nous avions même demandé à l'OIF de faire une traduction des manuels en français. Parce qu'à un moment donné, nous avons demandé de cibler des contingents francophones pour la formation. Dans le même coup aussi, on a des initiatives pour former les commandants de secteur tout au début de leur déploiement, pour être sûr que les gens parlent le même langage des Nations Unies. Et maintenant, le problème qu'on a, c'est au niveau des pays. Effectivement, les Nations Unies ont dit que c'est les pays qui sont responsables de la formation de leurs hommes. Et donc, par rapport à la culture du pays, ça doit faire partie des modules. Par rapport à la conduite et discipline, ça doit partir du pays. Mais par rapport également aux conditions d'engagement dans le théâtre, ça doit partir du pays. C'est pourquoi les gens, maintenant, au-delà de la formation, on a pris deployment training, où les gens sont un peu plus directifs pour demander au pays, dans les 3 mois, au moment où on prépare l'engagement, d'être sûr que les hommes soient formés dans tel ou tel domaine. On a même créé une unité de vérification des performances des unités pour être sûr que les gens se conforment. Mais tout cela se heurte, comme il l'avait dit tout à l'heure le général, entre les principes et l'exécution.
ça se heurte à la souveraineté des États. Qu'un État qui vous dit « j'ai préparé mes gens, c'est tout », quand on part pour 2 jours, on ne peut pas voir qui est préparé réellement. Et donc ces difficultés constituent aussi un des défis. Et je pense que aujourd'hui, que nous pensons réorienter l'action du maintien de la paix sous la responsabilité des organisations régionales, cette chaîne de formation dont vous parlez trouve toute sa pertinence pour qu'effectivement, aussi bien au niveau de l'ONU qu'au niveau des organisations régionales, qu'on ait effectivement ce lien direct pour que les programmes élaborés par l'ONU puissent être pris en compte au niveau régional et être sous forme de modules de formation à distribuer dans les centres de formation. Et c'est dans ce sens que j'ai vraiment une plaidoirie pour renforcer la capacité des centres de formation régionales en maintien de la paix ici en Afrique. Et principalement pour nous, en Afrique francophone, où nous sommes les parents pauvres, parce que justement, quand vous voyez l'MP de Bamako, il est là, on a fermé déjà Zambakro, l'MP de Bamako n'est pas totalement fonctionnel dans le cadre des opérations de maintien de la paix, et donc du coup nous relayons sur les centres de formation anglophones. Et ça pose un problème de compréhension parce que nos gens ne sont pas toujours formés pour avoir la langue appropriée dans le cadre de la formation. Donc je pense que dans l'autre des cas, cette chaîne de formation doit être institutionnalisée, mais le renforcement des centres de formation, surtout francophones en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la CEDEAO, je pense que c'est aussi une priorité. Je vous remercie. Je pense que je laisserai le soin à Mme Keïta de porter ce message au niveau de OMA parce que vous êtes en train de parler de l'adéquation qui devrait exister entre la confirmation par les États membres que la formation est faite et la réalité sur le terrain dès qu'on arrive sur le théâtre des opérations. Et ça, il faut avoir un contrôle là-dessus. Je pense que Mme Keïta pourra peut-être poser cette question au niveau de OMA. Avant que je ne sais pas si Mme Keïta, vous avez un mot à dire par rapport à l'intervention du général Faye? Non, je suis parfaitement en accord avec ce qu'il a dit. Merci. Merci beaucoup. Avant que je passe à la deuxième question, vous avez parlé de l'impeccabilité attendue en termes de comportement. Je me rappelle, c'était en 2003 et c'était au Congo qu'on a eu le premier cas de conduite, des cas de conduite. Et c'était à Bunia à l'époque. Et on était surpris. Et vous avez effectivement évoqué l'environnement dans lequel on travaille. On arrive à Bunia, on installe un grand camp avec des contingents. Et les enfants qui n'avaient jamais vu ce genre d'opération, qui se pointent à l'entrée du camp pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà, il y a eu des écarts de comportement qui ont finalement été identifiés et la mission a pris des mesures qu'il fallait. Et aujourd'hui, nous constatons cela aussi dans d'autres missions et on travaille avec les États membres pour essayer de régler ça. Déjà, comme le dit le général Faye, en amont, dans les différents pays, avec les différents contingents, avant le déploiement, mais il faut effectivement régler cette question de est-ce que c'est effectivement fait? 2 jours de pre-deployment inspection ne suffit pas pour effectivement s'assurer que les contingents ont ce qu'il faut pour aller sur ces théâtres d'opération. Je vais prendre une deuxième question qui venait... Là, on en a 3 maintenant. Solène. Bonjour. Solène Jomier, coordinatrice de l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Tout d'abord, Madame la représentante spéciale, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, même en distanciel. Et on remercie les nouvelles technologies qui nous permettent cet échange très enrichissant. J'avais une question justement sur le rôle très transversal d'une mission de maintien de la paix en termes de formation. C'est-à-dire que dans les objectifs de formation d'une opération de maintien de la paix, vous avez à la fois de la formation continue qui est destinée au personnel des Nations Unies et en même temps vous assurez la formation de formateurs locaux dans la perspective de faire de la transmission auprès du pays hôte
Du coup, je voulais savoir comment est-ce qu'une mission maintien de la paix gère cette pluralité de rôles en matière de formation, parce que ça fait de la mission à la fois le premier espace de rétex sur le maintien de la paix, et vous nous avez fait un rétex extrêmement enrichissant là-dessus, et en même temps, la mission elle-même fournit et moteur du milieu de formation. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est la question du renforcement en fait de capacité de nos interlocuteurs dans le pays. Elle est multiforme et dans le contexte du personnel en uniforme, nous avons plusieurs types de formations. Certaines sont plus appréciées que d'autres. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai entamé ma 4e année en RDC. Il y a 2 ans, j'ai eu des retours vraiment positifs de formation qui était opérée par, je pense que c'était l'unité brésilienne pour les combats en situation de jungle. Et là, c'était en Ituri. Et très clairement, cette formation spécifique, j'ai eu des retours du gouverneur militaire, puisqu'on est dans un état de siège dans la province de l'Ituri, en me disant, Madame Keïta, nous avons besoin de plus de formation qui concerne directement l'aspect donc de combat, de poursuite de groupes armés dans une jungle. Donc il y a beaucoup de forêts denses en RDC. Mais il y a aussi d'autres types de formations beaucoup plus académiques, je vais dire, plus salle de classe. Là, elles se font de façon continue. Elles sont tout aussi appréciées. En matière de, comme on dit, du droit humanitaire international, du droit des réfugiés, de la manière dont il faut gérer comment on appelle ça, le non-recrutement des enfants, si on prend l'aspect UNICEF par rapport aux enfants. Donc ça existe, et c'est aussi, on continue avec les agences, fonds et programmes qui sont les principaux interlocuteurs. Mais je n'ai pas le même type de retour que des formations qui vraiment aguerrissent la contrepartie nationale dans des situations très compliquées. Une autre formation qui est beaucoup appréciée, c'est toute la formation sur comment on dit ça, la destruction d'engins explosifs, d'engins explosifs, non explosés, enfin bref, IEDs, pour encore une fois un élément où le concept pour moi est plus facile en anglais qu'il ne l'est en français. Là, on a un groupe au sein de la force qui fait ce travail en partenariat avec les militaires congolais, et ça aussi c'est un élément sur lequel j'ai un retour extrêmement positif. Sur d'autres aspects, puisqu'on a aussi des policiers, les formations qui sont très appréciées, c'est les formations qui sont liées avec la gestion du contrôle des foules, les manifestations, gestion des manifestations de la manière la plus professionnelle possible. Là, j'ai beaucoup de retours positifs. Mais qu'à cela ne tienne, je veux dire, ce n'est qu'une illustration de formation continue pour renforcement de capacité de la contrepartie. Mais nous avons bien d'autres domaines dans lesquels nous faisons de la formation continue. Merci beaucoup, Madame Keïta. Vous n'êtes pas la seule francophone qui a de temps en temps besoin d'utiliser un concept anglophone en parlant le français, parce que la traduction devient un peu compliquée. Donc, rassurez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Vous avez parlé de formation continue, et ce que j'ai constaté aussi, c'est la rotation. La rotation a un impact sur la formation, ce qui rend la formation continue. On doit constamment former parce qu'il y a de la rotation, et on ne peut pas ne pas faire de la rotation. Je me rappelle, pendant la période du Covid-19,
nous, on a eu des contingents qui sont restés plus qu'il n'en fallait et c'était pas bon du tout pour ces hommes et femmes en uniforme qui devraient aussi retourner voir leur famille. Je sais que Clémence a demandé la parole, mais je voudrais d'abord donner la parole au général de brigade Mouissi. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame Bintou Keïta, pour votre intervention. J'ai suivi avec intérêt la présence des acteurs sur le terrain et vous avez évoqué la présence d'un groupe armé lié à l'État islamique. Traditionnellement, nous savons que dans ce type de conflit, les groupes armés sont généralement ou majoritairement environnants, j'allais dire transfrontaliers. Alors, pour ce groupe armé lié à l'État islamique, pouvez-vous nous faire, succinctement si possible, la genèse de leur présence en ces lieux et quelles sont les connexions avec les forces en présence sur le terrain? Alors, très rapidement, le groupe armé auquel j'ai fait référence, c'est ADF, Alliance Democratic Forces. C'est comme ça que c'est, parce que c'est un groupe qui est venu de l'Ouganda en RDC, à l'est de la RDC, et qui combattait en fait en Ouganda, mais comme je l'ai dit, on a des groupes armés étrangers qui se retrouvent sur le territoire congolais et ADF a commencé de cette manière. Mais au fur et à mesure des années, ADF a commencé à avoir des connexions avec l'État islamique qui se sont renforcées de plus en plus et qui est devenu de plus en plus sophistiqué dans l'utilisation, par exemple, de kidnapping, de tuerie de la population, de population civile, et aussi l'utilisation d'engins explosifs, et y compris les techniques modernes maintenant de détonation à distance, etc., et se rapproche de plus en plus des villes. Donc voilà un petit peu, alors je ne peux pas vous faire la genèse dans l'espace que nous avons, mais en raccourci, venu de l'Ouganda, installé au Congo, grandi, recruté au Congo, et maintenant avec allégeance de plus en plus avérée et documentée avec financement, etc., par rapport à l'État islamique. Merci beaucoup, Madame Keïta. Je pense que ce groupe a commis beaucoup d'abus sur le territoire ougandais et le gouvernement ougandais s'est chargé de lutter contre le groupe, et ça peut aussi parfois expliquer la présence au niveau de la frontière pour travailler avec le pays voisin pour essayer d'éliminer les atrocités qui sont causées journalièrement par cette troupe-là. Clémence, votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je suis Clémence Buchet-Couzy, je travaille aussi au sein de l'Observatoire Boutros-Ghali, et merci encore Madame Bintou Keïta d'être présente pour cet événement. Moi, j'avais juste une question, plus une précision. Vous avez mentionné l'importance des défis linguistiques et des défis culturels également. Et ma question, c'était plus, en sachant que la République démocratique du Congo est un pays multiculturel avec plusieurs langues, comment vous préparez les casques bleus sur place face à ces défis d'interculturalité, aux défis linguistiques? Merci beaucoup. Alors, juste pour être tout à fait transparente, je ne me suis jamais retrouvée dans les orientations, les cours et les formations qui sont faites sur terrain. Donc, je ne peux pas vous donner une sensibilité, une réponse avérée d'expérience par rapport à cela. Mais j'imagine que les collaborateurs qui s'occupent de la formation seraient plus à même de pouvoir répondre de façon directe à votre question. Mais c'est tout ce que je peux dire, et moi je le vois parce que je suis en contact régulier avec la force, à la fois les commandants de secteur, mais aussi bien au-delà. Je vois bien que ce n'est pas évident
le contact avec l'extérieur, parce que ça reste quand même très en silo d'une certaine manière, parce que moi, quand je les vois, je ne les vois pas nécessairement lorsqu'ils sont en opération, je les vois, je les rencontre dans des réunions au niveau de la province la plupart du temps, ou dans des retraites que j'organise depuis mai 2021, parce que je rencontre donc les commandants de secteur pour leur parler directement justement des sujets qui me préoccupent en tant que chef de la mission. Merci Madame Keita. Donc désolé de ne pas avoir une réponse directe. une des réponses qui a été donnée à cette question, c'est vous avez des contingents et vous avez des officiers qui travaillent et gèrent les contingents. Dans l'identification et la nomination des officiers, je crois que le bureau militaire auprès du secrétaire général s'assure que ceux-là au moins puissent communiquer de façon normale avec les autres contingents. Et c'est pour ça qu'ici à Entebbe, nous avons un cours que nous appelons Signal, parce qu'on se rend compte que vous avez des contingents de différents pays qui parlent différentes langues, et le command and control devient parfois un problème majeur qu'il faut résoudre. Je vois, le temps est passé, mais j'ai une dernière question. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Guillaume Chartrain, ambassadeur adjoint de la délégation de l'Union européenne en Ouganda. Je salue la RSSG avec laquelle j'ai eu le bonheur de travailler en RDC lors de mon précédent poste. Ma question fait un peu la suite de la précédente. Je crois qu'il est très important d'avoir cette dimension culturelle et linguistique qui soit intégrée dans les formations de pré-déploiement pour la force. Mais je crois qu'il est illusoire de croire qu'à travers ces formations, on peut acquérir une connaissance qui soit au-delà d'une connaissance superficielle et suffisante pour comprendre la complexité d'un pays comme la RDC. Pour travailler sur ce dossier depuis 20 ans et parler 2 des langues du pays, je continue encore à apprendre chaque jour. Donc je connais la complexité du sujet. En revanche, je crois qu'il y a des composantes de la MONUSCO, qui est une force multidimensionnelle, enfin une mission multidimensionnelle, où ces connaissances sont acquises par des gens qui ont de l'expérience de long terme. Je pense aux conseillers politiques, aux conseillers aux affaires civiles qui font un travail admirable sur le terrain. Donc ma question, ma remarque, c'est comment intégrer dans ces formations de pré-déploiement cette culture de coopération entre la force et ces autres composantes de la mission, et puis comment au cours de la mission, pour faire le lien avec le panel qu'on aura cet après-midi de formation continue au sein de la mission, comment entretenir cette relation et cette formation continue, comment mieux intégrer ces avantages comparatifs des différentes composantes pour soutenir la force dans ce travail et dans sa compréhension culturelle et linguistique. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez dit. Pour moi, le défi linguistique et culturel, c'est pas du tout que chaque personne arrive avec toutes les langues, pas du tout. Mais de comprendre que opérationnellement, cela a un impact. En ce qui concerne une meilleure intégration des composantes civiles, en fait, parce qu'en réalité, c'est de ça que l'on parle. Les composantes civiles de la mission dans un travail de collaboration, coopération avec la force pour améliorer justement cette compréhension de l'environnement aussi complexe. C'est la raison pour laquelle, dès mon arrivée en 2021, je suis arrivée en mars 2021, en mai 2021, j'ai institué ces retraites où j'ai à la fois les chefs de bureau de terrain et les commandants de secteur avec toutes les autres composantes de la mission pour discuter régulièrement de la complexité de l'environnement dans lequel nous nous trouvons et de comment notre compréhension de cet environnement impacte sur la manière de collaborer avec la contrepartie nationale. Et donc, depuis, c'est quelque chose qui est installé. Alors, j'ai juste un défi dont je parle régulièrement dans toutes les retraites, c'est que la culture militaire, même hier j'ai encore eu une réunion avec la force,
La culture militaire est une culture où, si on est dans une armée nationale, alors il y a l'armée et puis il y a le reste. Alors on fait les décisions au niveau de l'armée et on a une façon d'avoir à un moment donné une connexion avec le civil. Mais dans une opération de maintien de la paix, moi je suis civil, je ne suis pas militaire. Donc j'ai besoin que la culture militaire de tous les contingents, y compris à travers le commandant de la force, comprennent que les décisions qu'ils font, même quand ils pensent que c'est opérationnel et tactique à leur niveau, ont un impact sur le côté politique et que donc on doit pouvoir gérer en ayant une bonne compréhension de ce que veut la force pour soutenir la force, mais que la force comprenne que les décisions politiques doivent être aussi soutenues par la force. Donc c'est un vaste communicant entre le monde de la force et le monde civil de la mission. C'est comme ça que je le vois, et ça c'est un défi permanent. Parce que la chaîne de commandement militaire reconnaît le commandant de la force et la chaîne de commandement civil. Si on était dans un pays, on dirait que je suis le commandeur in chief. Et ça, c'est pas évident parce qu'en plus je suis une femme, donc c'est très compliqué pour la culture militaire de se rallier à cela. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, vous pouvez entre les lignes lire les défis qui sont liés à cela. Merci beaucoup, Madame Keïta. Vous le dites si bien. Je pense que nous, on a même vu des contingents dans certaines opérations reporter ce qu'ils faisaient à leur capitale, alors qu'on a le représentant spécial qui est censé être le chef de mission qui coordonne toutes les activités de la mission. Et sur le plan opérationnel, pour revenir sur votre question, la logistique militaire dans les États se fait par les militaires. Dans les opérations de maintien de la paix, la logistique se fait par les civils. Et certains militaires ne comprennent pas pourquoi ça devrait se faire par les civils et pourquoi il y a des retards. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération. Et sous le représentant spécial comme Mme Keïta, on a un directeur de l'administration qui est chargé de la logistique, du transport et de tous les mouvements. Et Mme Keïta a un chef de cabinet qui est chargé de s'assurer que le directeur de l'administration ait des réunions de coordination avec le représentant des forces et de la police pour qu'il y ait cette coordination dont vous parlez. Et cette coordination, ça doit se faire au niveau stratégique, ça doit également se faire au niveau opérationnel et ça doit même aller dans les régions où les opérations ont lieu pour s'assurer que le commandant de force dans la région travaille avec le chef de bureau de la région qui, lui, a des contacts permanents avec les politiques et qui reporte au SASJ de ce qui se passe et qui ait cette coordination-là pour qu'on travaille tous ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Vous avez écouté Mme Keïta le dit, c'est vraiment pas toujours évident, mais on y arrive toujours. Hein. À la fin, on y arrive toujours. Je pense que nous avons, le temps qui nous avait été imparti, nous avons pris en fait 10 ou 15 minutes additionnelles. On pourrait rester 1 heure ou 2 heures de temps après, mais je ne pense pas que Mme Keïta a tout ce temps-là. Cet après-midi, on pourra continuer. Mme Keïta, au nom de tous les participants, je voudrais vous dire merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. L'une des missions les plus complexes, créée en 1999, nous sommes en 2024. C'est une opération que je connais très bien parce que j'y ai fait 6 ans et demi là-bas aussi. Et ça reste encore la plus complexe. Et nous avons encore énormément de défis à résoudre. Et votre intervention et votre rôle au Congo a non seulement aidé le Congo, mais je pense aussi que les pays voisins du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paulin, et bonne continuation. Au revoir.